Donc, euh, l'objectif en fait de cette première séance, c'est de rapidement définir les bases de ce qu'on veut faire, à savoir créer un thème WordPress et ok, c'est bon, Arita revient avec le micro. Tu peux... Donc, en fait, définir rapidement les bases de ce qu'on veut faire, à savoir créer le thème WordPress et voir en fait les bonnes pratiques à adopter quand on débute le développement de thème WordPress. Parce qu'en général, on connaît plus WordPress sous la forme édition depuis l'administration, mais pas beaucoup depuis le code, c'est-à-dire depuis l'écriture de code même. Donc, c'est ce qu'on va faire un peu ce matin, voir rapidement comment est-ce qu'on peut mettre en place très vite un environnement de développement. Ari, est-ce que tu peux mieux prendre le micro un instant? Donc, mettre en place un environnement de développement rapidement et commencer le prototypage du thème. Alors, je suppose en fait, je pense que l'un des prérequis, l'un des premiers prérequis pour pouvoir suivre et comprendre correctement ce qu'on va faire ici, c'est de connaître WordPress déjà. Donc, parce qu'on ne peut pas faire une découverte de WordPress, mais c'est important de connaître déjà WordPress et comment ça marche et tout. Et second prérequis, c'est de connaître un petit peu PHP. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, parce qu'on va quand même écrire du code PHP. Donc, c'est important de connaître PHP. Alors, salut Ernest. Je ne comprends pas pourquoi quand les gens viennent sur le chat, ils vivent sans le micro. Du coup, ils peuvent pas m'entendre. Donc, en fait, moi, j'utilise, enfin, pour faire du WordPress, pour développer du WordPress sur son ordinateur directement, parce qu'on va développer sur notre ordinateur et pas sur un serveur, il faut un petit serveur PHP. Avant, moi, j'utilisais WAMPstamp, enfin, la suite habituelle. Mais depuis, j'utilise plutôt des outils qui me permettent de passer la plupart des étapes comme création de la base de données. Ernest, est-ce que tu m'entends? Je crois pas. Ok, là, je crois que tu m'entends. Donc, en fait, j'utilise des outils qui me permettent de passer la plupart des étapes, création de la base de données, ajout des identifiants et tout. Et en gros, l'outil principal que j'utilise, je vais déjà vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, l'outil principal que j'utilise, c'est l'Aragon. C'est un de serveur PHP, mais pas que, qui fait également d'autres langages ou d'autres frameworks comme du Ruby, du Node.js, du JavaScript, vraiment un peu de tout. Du coup, ça permet de lancer rapidement un environnement de développement et de commencer à développer sans pour autant te soucier de toutes les étapes comme création de la base de données, ajout des identités. Donc, voilà un petit peu.
Voilà un petit peu. Donc, de base, moi, j'ai déjà créé un projet WordPress avec Laragon. Donc, chez moi, c'est plutôt simple. Je fais juste un Laragon et je fais créer un site WordPress rapidement. Puis, il me crée le site WordPress, il me crée la base de données qui va avec et tout. Donc, j'ai nommé mon site LIFY, qui est en fait le nom du thème qu'on va coder enfin, pour cette session-là. Donc, j'ai nommé mon site LIFLY. Et par défaut, en fait, mon site, il vient avec le thème par défaut de WordPress qui est actuellement 2020. En gros, WordPress release chaque fois un thème par défaut à chaque version majeure. Donc, avant, il y avait 2019, 2018. Il n'y a pas eu de, enfin, il n'y a pas eu de 2018, mais il y a eu un 2017. Donc, il vient par défaut avec un 2020, mais nous, on va plutôt créer un nouveau thème. Et donc, développer en fait un thème WordPress, ça peut s'avérer à la fois un processus hyper compliqué, mais aussi très amusant. Ça dépend en fait de comment est-ce que vous le prenez. Donc, qu'est-ce qui se passait avant décembre 2018? Je vous dirai pourquoi décembre 2018 justement. Avant décembre 2018, si tu n'utilisais pas un page builder ou tu ne faisais pas appel à des fonctionnalités un peu plus avancées de WordPress comme les champs personnalisés, les métabots, tu te retrouvais en fait à écrire tout le test de ton thème. Comment dire? Si j'ai un thème, par exemple, où sur ma page d'accueil, j'ai un certain test à un endroit, par exemple une bannière et tout, tu te retrouves en fait à devoir écrire tout le test de ton thème, ou en tout cas une bonne partie du test de ton thème qui va devenir en fait ton site dans le code. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as envie de changer le contenu? À part les pages que tu as générées depuis l'administration, tu te retrouves obligé à aller encore dans le code pour changer le contenu. Donc, c'est plus ou moins avancant. Donc, en décembre 2018, l'éditeur par défaut de WordPress a changé. Donc, en fait, on utilisait avant un éditeur classique que vous retrouverez en fait sur tous les interfaces où on utilise les éditeurs, la plupart. L'éditeur classique là s'appelait TinyMCE, qui est en fait l'éditeur qui a été utilisé depuis la création de WordPress. Donc, c'est pour dire qu'il est plus ou moins âgé, donc peut-être quoi, 12-13 ans. Et en décembre 2018, il y a en fait un nouvel éditeur qui est arrivé qui s'appelle. Et en gros, lui fonctionne vraiment autrement qu'un éditeur classique. Il fonctionne plutôt à la base de blocs. Donc, ça fait que quand je vais créer un paragraphe, euh, quand je vais créer un paragraphe, par exemple, j'ai créé un bloc en fait, qui sera mon paragraphe, où j'écris mon texte, un paragraphe. Pareil, quand je vais créer un titre, j'ai à créer un bloc qui représentera en fait le titre. Donc, un H2H3, etc., etc. Et ça a été en fait quelque chose comme une vraie révolution dans l'écosystème WordPress parce que ça a ouvert le champ à énormément de possibilités. Donc, on n'est plus obligé en fait d'être tenu d'utiliser l'éditeur classique qui euh, limitait en fait le champ de possibilités qu'on avait. Donc, avec les blocs, on peut se permettre de créer des blocs qu'on va réutiliser à plusieurs endroits de notre site. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tirer profit de cet éditeur, ce nouvel éditeur Gutenberg, pour créer un thème modulaire possible. Donc, on va essayer d'écrire le moins de code, de contenu du site dans le code, et plutôt utiliser cet éditeur-là afin d'écrire ce contenu. Donc, en fait, notre thème va se baser en fait sur une méthodologie qui s'appelle le design atomique, atomic design. En gros, on va essayer de modulariser les différentes parties du site qu'on veut avoir. Et on va, disons, faire ces parties-là ou coder ces parties-là un petit peu indépendamment des autres. Il faut en fait les parties comme des blocs. On va essayer de modulariser ces parties indépendamment des autres afin de pouvoir les réutiliser plus tard, plus facilement dans d'autres. Donc,
template sur lequel on veut partir, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé il y a un moment sur. C'est un truc qui va ressembler à ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est poser les bases qui vont nous permettre d'obtenir un truc qui ressemble à ça. Voilà. Alors, il y a un chat. Il y a un chat là. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. C'est tout. Même tout au long du live, si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Et aussi, initialement, j'avais prévu de faire presque 2 heures, mais finalement, j'ai retenu d'en faire un peu moins, afin de ne pas trop, enfin, de ne pas faire trop de trucs en même temps et de risquer que vous ne suiviez pas ou que vous soyez perdu, en fait, s'il y a plein de trucs à faire. Donc, on va rapidement commencer. Je vous remets mon écran pour que vous puissiez voir. Ouais, super. Alors, donc ce qu'on a déjà en fait dans le site WordPress que je viens de créer, c'est 3 thèmes, 20, 19 et 17. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est créer un nouveau thème en fait pour ce site-là. Que je retrouve le dossier. Alors, donc, voilà le site qu'on a créé. Et à l'intérieur, en fait, on va créer un nouveau dossier qui va contenir notre thème qui s'appelle LIF titré. Comme ça. C'est ce dossier-là qu'on va utiliser dans notre éditeur. Donc, un truc comme ça. Et il faut savoir déjà en fait qu'un thème WordPress a besoin d'un certain nombre de fichiers obligatoires pour fonctionner. Donc, sans ces fichiers-là, le thème ne va pas fonctionner. Et l'un de ces fichiers, c'est le fichier style en fait, qui va contenir tous les styles du thème. Ensuite, on a un fichier de fonction qui va en fait permettre de déclarer les fonctionnalités principales du thème et tout. On a un autre fichier d'index qui va en fait présenter la structure de base des pages ou des articles. En fait, WordPress fonctionne avec des pages et des articles. Donc, on va déclarer en fait la structure par défaut de ces posts-là, en fait, dans le index. Ensuite, autre point important pour qu'un thème WordPress fonctionne, en fait, c'est cette image-là que vous voyez ici, en fait, c'est un screenshot, ça s'appelle screenshot.png, qui en fait permet de prévisualiser le thème quand tu es dans l'espace d'administration de WordPress. Donc, en fait, quand je suis dans l'espace d'administration, ce screenshot que je vois ici, celui que je vois ici et celui que je vois ici, en fait, sont définis avec screenshot.png. Alors, moi, je n'ai pas encore une image qui va représenter ce à quoi va ressembler mon thème. Du coup, je vais me permettre de prendre un screenshot PNG par défaut que j'ai créé et que je réutilise dans la plupart de mes thèmes avant d'avoir une idée précise de ce que je veux avoir. Je remets mon screenshot.png ici. Super. Donc, en gros, quand je vais actualiser à présent, vous allez voir, il y aura le screenshot PNG que j'ai mis là-bas. Donc, en fait, la taille par défaut pour le screenshot.png, c'est ça qui est là, 1200. Donc, en fait, là, on a déjà une base, une bonne base, en fait, pour commencer notre thème. Autre chose importante, c'est la doc. Donc, en fait, la documentation qui est très importante, en fait, quand tu fais du développement avec WordPress, il faut savoir où se trouve le doc et comment l'utiliser. Alors, la documentation principale pour les thèmes WordPress, c'est le handbook. En fait, le handbook, c'est une sorte de guide d'utilisateur qui regroupe en fait toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans un thème, comment est-ce qu'on les implémente, quelles sont les mesures, les bonnes pratiques et tout. Donc, c'est en fait important de connaître cette doc-là. Je vais vous mettre ça dans le chat après. Et
Ensuite, on va utiliser en fait beaucoup Gutenberg. Donc, en fait, on va aussi, Gutenberg a également un framework développeur qui regroupe pareil toutes les fonctionnalités de Gutenberg. Donc, cette documentation, elle est encore nouvelle. Enfin, je dis nouvelle comparée aux anciennes documentations de WordPress qui datent peut-être, je ne sais pas, 5, 4 ans. Elle est plutôt nouvelle, donc 2, 3 ans par contre, début du nouvel éditeur de blog. Mais elle est quand même très complète. Donc, ça, c'est deux documentations importantes qu'on va beaucoup utiliser. Et troisième documentation importante qu'on va utiliser, c'est le reference. En fait, le reference contient euh, toutes les, comment dire, les fonctions, les classes et tout, en fait, qu'on va utiliser dans un projet WordPress. Le code reference contient les définitions de ces fonctions-là. Comment est-ce qu'on les implémente? Donc là, j'ouvre un exemple. On a une fonction, on a le nom de la fonction, les arguments qu'elle prend. On a une courte description. On a aussi d'autres fonctions qui utilisent ou qui sont utilisées par la fonction en question. Et puis, on a souvent des cas d'utilisation. Pas sur toutes les fonctions, mais on a souvent des cas d'utilisation. On a aussi le code source de la fonction. Donc, c'est, disons, aussi un incontournable. Alors, petite astuce que moi j'utilise, au lieu à chaque fois de revenir en fait sur le code reference, j'utilise plutôt un autre outil qui s'appelle DevDocs, en fait, et qui réunit la documentation enfin, de presque tout, en fait, si tu fais du web. Donc, du DOM, du HTML, du CSS, tout. Du coup, je peux rapidement retrouver la documentation du truc que je cherche en utilisant devdocs.io. Donc, c'est une ressource plus ou moins intéressante quand on veut aller vite. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il donne la possibilité en fait de charger certaines documentations en hors ligne. Même quand tu n'es pas connecté à Internet, tu peux rapidement revenir chercher dans la doc ici. Donc voilà, basiquement, les bases en fait pour commencer, ce qu'il faut savoir, où chercher surtout. Donc, premièrement, le thème Developer Handbook, ensuite le bloc Editor Handbook et ensuite le code reference. Et si vous avez un petit peu de... Enfin, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez utiliser des outils comme DevDocs. Donc, on va voir en fait rapidement comment est-ce que fonctionne l'éditeur de code qu'on va utiliser. Pardon, l'éditeur de test plutôt. L'éditeur de test de WordPress qu'on va utiliser qui s'appelle Gutenberg. Donc, en fait, sur le site WordPress.org, il y a une démo des principales fonctionnalités de Gutenberg. Donc, en fait, si vous regardez ça, vous avez un peu une idée de ce que vous pouvez faire en utilisant cet outil-là. Donc, il y a les différents blocs qu'on peut utiliser, des blocs images, des blocs boutons, des blocs texte, etc., etc., etc. Donc, c'est un bon endroit, en fait, pour voir. C'est une sorte de sandbox, je dirais. Moi, je vois ça comme une sorte de sandbox, en fait, pour voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je peux étendre comme fonctionnalité de l'outil de base. Donc, voilà. Maintenant, on va dire qu'on va en fait rentrer dans le... Donc, je vous remets mon écran pour en fait voir la structure en fait qu'aura notre thème. Donc, en termes de structure qu'on utilise pour coder, ça varie vraiment d'un développeur à un autre. Certaines personnes mettent en fait tout leur code dans un seul dossier, donc sans embranchement et tout. D'autres utilisent des sous-dossiers, etc. pour structurer. Mais en fait, c'est chacun qui voit. C'est chacun qui fait en fait comment. Chacun utilise en fait la méthode qui lui semble le plus raisonnable. Donc en fait, ce que moi je fais, c'est que je sépare en fait tout ce qui est code CSS, JavaScript, code de mes icônes, je les sépare dans un autre dossier en 7.
Euh, donc, j'aurai probablement du JS, j'aurai aussi un dossier d'icône. Alors là, toute erreur. Et j'utilise plutôt, enfin, j'utilise SAP SPSS pour compiler en fait le code et tout. Donc, ça me permet d'éviter en fait de faire du repeat yourself quand je suis en train de coder. Donc, je peux me permettre en fait de créer des vitrines ou de créer des fonctions que je réutilise un peu partout dans le thème. Donc, ça aussi, c'est une astuce intéressante. Donc, on va rentrer en fait dans le vif du sujet avec les premiers fichiers qu'on commence à déclarer en fait quand on commence le thème. Alors, ce que je vais plutôt faire, c'est chercher un fichier par défaut que je vais utiliser. Super. Donc, en fait, je peux réutiliser un fichier par défaut au lieu d'avoir écrit pour le code. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a en fait le nom du thème. On a ensuite l'URL en fait d'où se trouve le thème. Pour le moment, on n'en a pas, donc on va enlever ça. On a l'auteur du thème, c'est moi, donc je mets mon nom. L'URL de l'auteur, j'en ai pas besoin pour l'instant. La description du thème, en fait, donc c'est info, really, WordPress. La version, la licence, comment dire, le lien de la licence et le test domaine qui est en fait un identifiant qui permet de retrouver de façon unique le thème et qu'on utilise aussi dans les traductions. Donc, en fait, si j'ai un thème, j'ai en fait le code en français, certains tests sont en français, je veux le traduire en anglais ou dans d'autres langues. Le test domaine est assez utile. Donc, je mets Gutenberg Ready comme le principe de tag de mon thème. Alors, pour ce code-là, je vais le remettre dans ma .scss que je vais en fait compiler. Voilà. Alors, il me compile ça dans... Ouais. Donc, je vais peut-être rapidement pour voir que tout marche bien. Background color red. Super. Alors, imaginez ce fichier. OK. Ah, je vois, il a généré dans un autre dossier en fait que j'utilisais. Format. Je veux plutôt qu'il me le génère dans le dossier LS-script. Comme ça. Je ne regarde pas le temps ici. Je vais regarder ce que
Super. Donc, il me génère ça par ce fichier. Exactement comme je veux. Donc, en fait, je peux enlever tout ce qui est ici. Super. Donc, autre chose qu'on va faire maintenant qu'on a un fil CSS en place, en fait, commencer à déclarer le fonction PHP. Comme j'ai dit, en fait, ça contient les principales fonctionnalités du thème. Et aussi, c'est un fichier PHP. Évidemment, c'est le fond. Donc, on a un truc comme ça. Je mets. En fait, je pense que ça m'arrange plus d'utiliser un truc que j'avais déjà pu réécrire tout mon code. Ça m'arrange largement plus. Je vais créer celui-là dans mon workspace. OK. Je vais le mettre dans mon workspace. Ah non, il manque ici. Excellent. Donc, en fait, je vais pouvoir réutiliser la base de mon fonction. Au lieu d'avoir à réécrire tout mon code. Donc, en fait, la fonction PHP commence par une déclaration toute simple de ce que fait le fichier et des informations en fait sur la version. Donc, on a ça. Et déjà, vous allez remarquer que si j'ouvre, on est à la. Super. Comme ça, j'ai à côté le navigateur et de l'autre côté l'éditeur de code. Super. Super. Donc, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est activer le thème qu'on vient de créer. Donc, on va dans l'apparence thème. On l'active. Donc, de ce côté, en fait, j'ai un site vide parce que pour le moment, je n'ai rien fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre les premières fonctionnalités du thème. Donc, on va faire le theme support. C'est bien de commencer en fait le code pour se retrouver après. En général, quand j'écris beaucoup de code et sans le commenter, je me retrouve perdu. Donc, la première chose qu'on va faire en fait, c'est ajouter en fait les supports au thème. Les supports en fait, c'est des sortes de fonctionnalités de notre thème qui sont déjà existantes dans WordPress, mais qu'on fait hériter à notre thème. Donc, par défaut, si je ne les déclare pas ou si je ne dis pas explicitement à mon thème, je déclare ce support-là. Il ne va pas le déclarer en fait. Donc, c'est la première chose importante. Donc, je crée une fonction que je nomme comment. C'est et je commence en fait à l'ajouter mes supports. Le premier support que je vais ajouter,
c'est le titre, permettre en fait à WordPress de gérer le titre des pages. Donc, par défaut, en fait, quand je viens sur une page, ici, vous allez remarquer que j'ai plutôt le lien vers la page. Mais ce que moi, je veux, c'est permettre à WordPress de récupérer le titre de la page et de l'afficher ici. C'est le premier support que je vais déclarer. Et les supports, en fait, on les déclare avec Add Theme Support. Donc, je déclare en fait le nom du support, dans mon cas, title tag, un truc comme ça, tout simplement. En fait, c'est comme ça qu'on déclare les supports. Donc, maintenant que vous avez la méthodologie, je vous montre rapidement le doc de Add Theme Support. Voilà. Donc, en fait, il dit c'est enregistrer en fait une fonctionnalité pour le thème. Et ça prend en paramètre le nom du support en fait. Donc, en gros, il y a des exemples en bas ici où vous voyez les différents supports qu'on peut déclarer. Donc, je peux déclarer un support pour le logo, je peux déclarer un support pour le support des flux dans les articles. Oui, ça, je vais le prendre parce qu'on en a peu. Donc, je déclare un support pour le support dans les feeds, dans les articles et les pages. Je déclare aussi un support pour HTML5. En fait, permettre à WordPress de pouvoir gérer, comment dire, certaines fonctionnalités de HTML5 comme les inputs des champs de recherche, les inputs des champs de commentaires, les captions en bas des images, les galeries, etc., etc. Donc, je vais prendre le support du HTML5. En gros, je supporte les champs de recherche, des formulaires, des commentaires, des listes de commentaires, les galeries, les captions, en fait, les descriptions des images, les scripts et les styles. Donc, autre chose que je vais prendre, en fait, c'est charger le test domaine de mon test sur le thème. Je vous ai parlé tout à l'heure du test domaine, qui est ce truc-là, et qui permet d'identifier de façon unique le thème et de le réutiliser, en fait, pour les traductions, donc pour traduire en français, en anglais et dans d'autres langues. Je load en fait le test domaine de mon thème qui s'appelle dans mon cas LIFY. Les trucs vont venir dans le répertoire par défaut qui sera un langage. En fait, quand je vais vouloir traduire mon thème dans d'autres langues, je vais créer un répertoire langage à l'intérieur du thème et y mettre en fait, les fichiers de traduction. Voilà. Maintenant, on va ajouter le support pour la gestion des post thumbnails en fait. Les post thumbnails, c'est les images mises en avant des articles. Je vous donne un exemple. Aussi, si tu veux. Alors, j'irai sur Medium. Ah, sérieusement? Ah, il faut que je m'inscrive. Je cherche juste un article pour vous montrer. Voilà. Donc, quand vous êtes sur cet article, par exemple, ça, c'est ce qui viendra ici. C'est en fait l'image mise en avant. Donc, en fait, il faut faire supporter cette fonctionnalité-là à votre thème WordPress avant qu'il l'apprenne. Du coup, ça va vous permettre, quand vous êtes en train de créer un article,
quand vous êtes en train de créer un article, de pouvoir ajouter en fait la fonctionnalité pour avoir une image mise en avant. Donc, on va supporter cette fonctionnalité. C'est ça. Ici. Super. Alors, Internet me joue des tours. Donc, on supporte cette fonctionnalité ici. Le deuxième support pour le post thumbnail. Et en fait, on définit la taille maximale que notre post thumbnail peut avoir. En gros, il peut être entre 1200 pixels et 1200 pixels sur 9999 pixels. Un autre support d'ajouter. Ensuite, autre chose qu'on va supporter, c'est certaines fonctionnalités de l'outil personnalisé de WordPress. WordPress a un outil qui permet en fait de voir d'un côté comment est-ce que notre thème se présente et de l'autre côté, de pouvoir modifier les fonctionnalités. En gros, on va ajouter le support pour ça avec la possibilité de rafraîchir automatiquement. Avec la possibilité de rafraîchir automatiquement quand les changements se font. Donc, j'ajoute ce support. Autre support qu'on va ajouter, et ça c'est, disons, l'un des supports les plus importants parce qu'on va l'utiliser tout le long de la création de notre thème, c'est le color palette de l'éditeur. Donc, en fait, l'éditeur natif de WordPress, l'éditeur natif actuel de WordPress, c'est un color palette. Donc, l'éditeur natif de WordPress a une palette de couleurs et par exemple, quand j'écris du texte paragraphe, par exemple, je peux me permettre en fait de changer, je ne peux pas sur grand écran, tu peux mettre là. Je peux me permettre de changer la couleur, donc je change en rouge, etc., etc. Donc, c'est une fonctionnalité de Gutenberg. Et ce que je vais faire, c'est définir en fait les palettes de couleurs qui sont propres à mon thème. Donc, en gros, quand je suis ici et que je veux essayer de modifier un il me donne la possibilité de choisir parmi les palettes de couleurs de mon thème et non parmi celles proposées par défaut. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare de nouvelles palettes de couleurs. Ici, je n'ai pas pris le bon truc. Donc, je déclare de nouvelles palettes de couleurs. Et ce support-là, ça s'appelle le Editor Color Palette. Donc, en gros, il permet de définir de nouvelles palettes de couleurs. Et ici, ce que je fais, c'est que je définis seulement qui seront en fait le primary qui est la couleur principale et le secondary, la couleur secondaire de mon thème. Et en fait, ces deux couleurs-là, je m'inspire de ce document pour les avoir. Donc, en gros, j'ai un primary qui est ce jaune-là, FFB 900, et un primary qui est le bleu, qui est en background ici, 0073. Donc, c'est ce que j'ai ici. En gros, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je voudrais ajouter du contenu et modifier en fait la couleur, il va me proposer moi ma palette de couleurs par défaut et non celle de WordPress. Ah, tu vois. Voilà. Donc, un autre support d'ajouter. Maintenant, on va ajouter un support en fait pour l'éditeur Gutenberg. En fait, avoir la possibilité d'avoir des images qui prennent toute la largeur des pages. Donc, ça, c'est un support plus ou moins simple. Si je fais un add text support wide. En gros, je dis, je veux que mes thèmes, que mes images puissent s'aligner sur toute la largeur de la page. Donc, je pense qu'on est bon de ce côté. Ouais, ouais, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon.
crois avoir repris tous les supports que j'ai dans mon thème. Justin, Ouais. j'étais en train de changer de device, donc j'ai pas suivi les derniers supports que tu as ajoutés. Si rapidement tu peux repasser là-dessus. Alors, j'ai ajouté le support pour les images, les featured images, qui sont en fait les images mises en avant des articles. Et je définis en fait la taille que peut avoir, les tailles, en fait, le champ de possibilités des tailles que peuvent avoir mes images. Donc, en gros, je dis, tu peux être entre 1200 pixels sur 9900. J'ajoute ensuite un support pour le customizer, l'outil customizer de WordPress. En gros, je lui dis, quand je fais une modification dans le customizer, ne me recharge pas tout le customizer, mais recharge juste la sélection, l'endroit en fait où j'ai fait l'action. Donc, ça, c'est pour l'outil personnalisé. Ensuite, j'ajoute un support pour la palette de couleurs de Gutenberg. Donc, en gros, Gutenberg a une palette de couleurs. Et ce que je lui dis, en fait, c'est, écoute, ouais, je pense que c'est ouais. Donc, en fait, je lui dis, quand je suis en train d'éditer du contenu, par exemple, ça peut être un texte, un paragraphe, vraiment n'importe quoi, il me propose en fait un certain nombre de couleurs. D'accord? Et je me dis que je veux pouvoir définir mes propres couleurs. Comme ça, quand je suis en train d'éditer du contenu, je n'ai pas besoin d'écrire encore du CSS pour ça. Je n'ai juste qu'à sélectionner parmi les couleurs, en fait, les miennes, celles de branding de mon thème. Donc, c'est ce que j'ai fait juste là. En fait, ce support-là, il est plutôt important parce qu'il te permet, parce qu'en fait, si tu fais un thème qui va être utilisé par une autre personne, cette autre personne ne viendra pas toujours voir le code, en fait. Du coup, quand tu fais ce support, il peut directement modifier ces trucs directement dans le front-end, de l'administration du site, plutôt que d'avoir à aller dans le code à chaque fois. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai ajouté. Ensuite, j'ajoute un coup, en fait, pour faire exécuter mon support, tous les supports que j'ai ajoutés ici. En gros, le coup me permet de faire un truc. En fait, c'est comme si le nom du thème que j'utilisais avant et je suis en train de reprendre ces bouts de code-là. En gros, je lui dis, ça en fait, ce hook permet de dire à WordPress que c'est un ensemble de fonctionnalités qui vont être exécutées dans les premières étapes de l'activation du thème. Donc, quand je commence à activer le thème, je commence à m'exécuter ces fonctionnalités. On utilise en fait les hooks à certains niveaux dans les fonctions PHP pour définir à quel moment est-ce que s'exécute une fonction ou à quel moment s'exécute un groupe de fonctions ou un groupe de fonctionnalités. Donc, il y a des groupes comme Init, par exemple, qui disent des groupes, ce champ de fonctionnalité-là doit s'exécuter au tout début du démarrage de mon thème. Donc, comme je suis bon ici, dès que j'actualise de ce côté, ah, attention, j'ai une petite erreur, il me dit, je crois avoir vu une erreur. Je crois avoir vu une erreur. Ouais, il y a une erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est installer une extension qui me permet de détecter rapidement où se trouvent les erreurs. J'installe l'extension. L'extension s'appelle Query Monitor et en gros, ça me permet de pouvoir surveiller, par exemple, la page sur laquelle je me trouve, lequel de mon fichier de code permet de charger cette page. Ça me présente en fait de façon structurée comment dire, les erreurs PHP. Par exemple, si je déclare un fichier, en fait, ou j'importe un fichier dans mon thème et il n'arrive pas à retrouver ce fichier, il permet de décrire ça de manière plus jolie que ce que j'ai ici, par exemple, qui ne permet pas de voir. Donc là, j'ai retrouvé l'erreur qui me dit que j'appelle blabla. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ah, d'accord. Apparemment, c'est quand, hein?
D'accord. La fonction que j'ai déclarée ici n'est pas la même. Bien. Donc, en fait, j'ai pu faire une live. Ouais, attends. Il y a un micro. Super. Donc, là, je suis bon. Du coup, en fait, quand je viens ici, vous remarquez que je n'ai que les deux couleurs que j'ai déclarées dans ma palette de couleurs de l'éditeur. Donc, c'est vraiment important. Moi, je trouve que c'est l'une des fonctionnalités qui rend l'éditeur de code tellement intéressant. C'est de pouvoir définir certaines choses que je vais réutiliser après, et sans avoir écrit à chaque fois du code, ou être obligé en fait de retourner dans le code. Donc là, je définis une palette de couleurs qui s'applique des deux côtés. Alors, c'est tout pour les supports. Je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. OK. Alors, la prochaine chose que je vais faire, c'est enregistrer en fait les fonctions, les styles et les scripts de mon thème. Donc, par exemple, ce style CSS que j'utilise ici, il faut que je le déclare en fait, dire tu vas chercher comment dire, le style CSS à tel endroit et ce sera en fait le style CSS par défaut de mon thème. Ça, je crée une nouvelle fonction. Ah, ça s'appelle script. Je vais mettre script afin de pouvoir register à la fois les styles CSS et les scripts plus tard. Donc, pour éviter en fait de créer une nouvelle fonction pour register. OK. Donc, la première chose que je vais faire, vous allez remarquer que sur mon site ici, donc je prends par exemple cette page, je la nomme page. Je vais la publier pour qu'on puisse aller voir. Ça se passe. Il y a pour le moment un petit truc que je n'ai pas fait. Donc, c'est déclarer un certain nombre de trucs dans header.php, footer.php. Donc, ça, je vais le faire. Donc, je vais rapidement passer sur ce truc. Alors, il y a plein de styles et de scripts. Moi, je vais chez Register le tout premier. Bon. Donc, je register et style. Le enqueue style en fait permet de, c'est comme si tu faisais comme si tu es dans du HTML classique et tu fais link, style sheet, tu mets chemin relatif ou le chemin absolu. Donc, je donne en fait un handle qui permet de, c'est une chose d'identifiant aussi, pareil que le LIFY qui est mon test domaine, qui permet en fait d'identifier de façon unique ce style-là que je suis en train d'enregistrer. Je vais le nommer Li-Fi, mais style, pardon. Là, autre chose, c'est retrouver en fait le chemin de mon fichier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une fonction qui me permet de prendre directement le style CSS item. Comme ça, je viens essayer d'autres choses. Je vais mettre. Je vais en fait, si mon thème a des dépendances, avec. Après, je peux aussi déclarer la version. Si je suis en train de versionner, par exemple, CSS, j'avais préféré le style. Je peux déclarer aussi la version. Voilà. Faut pas faire trop de bruit, d'accord?
Super. J'ai perdu le bruit. Donc, on a ça. Ouais. Super. Donc, en fait, je vais ajouter une action. Les actions permettent, quand je déclare un certain nombre de fonctionnalités, de dire à quel moment est-ce que tu vas t'exécuter et quelle fonction de WordPress en fait, va permettre d'exécuter cette action. Donc, ici, j'ai déclaré action qui me permettent de faire exécuter l'enregistrement des scripts et stylistes. J'ai fait pour ça. J'utilise en fait le hook de WordPress qui me permet d'enregistrer les scripts. Je crois que c'est complété. Scripts et ensuite le nom en fait de la fonction. Et je vais faire. Ouais, je pense que c'est bon. Je vais mettre ce truc là ensuite. C'est un peu quand c'est pas ça. Super. Donc ça c'est fait. Je pense que c'est bon. On ne va pas trop avancer de ce côté. On va y revenir. Pour le moment, on va en fait paramétrer les fichiers header et autres du thème pour permettre qu'on ait un affichage sur cette page-là. Parce que pour le moment, rien ne s'affiche. Donc, il faut que je puisse en fait démarrer le processus d'affichage. C'est ce qu'on va faire. Oh, on a passé presque. J'espérais pouvoir avancer un peu plus, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, je déclare un header PHP, un footer PHP. En gros, c'est la même idée que quand tu fais du développement modulaire en HTML classique. Hein. Donc, je déclare ces fichiers-là pour ne pas avoir les répéter à chaque fois. Donc, ici, c'est plus intéressant. Alors, de quoi j'ai besoin dans mon header? J'ai le tour de ça. Je fais ça pour que vous puissiez voir en entier. Alors, j'ai vraiment pas envie d'écrire tout ce truc-là. J'ai besoin de ça, jusqu'ici. Je vous expliquerai en fait ce que c'est. Je veux qu'on puisse avancer un petit peu et arriver au niveau d'une notion qui est plutôt très importante, qui est le style guide, qu'on ne fait pas souvent en fait quand on développe des thèmes avec WordPress parce que je dirais que c'est pas très intuitif. C'est plus ou moins pas très intuitif si tu ne connaissais pas cette notion initialement. J'aimerais bien qu'on puisse voir ça. Donc ça, c'est bon. Pareil pour mon footer. Dans mon footer, j'ai ce petit peu la pointe. Et alors, je pense qu'avec ça, je devrais avoir un truc. Non, je n'oublie rien. Je mets bien le pied. D'accord. En fait, je vais plutôt essayer de faire. Je vais déclarer en fait un petit peu de contenu dans le index. Donc, je remplace sympa LIF. En gros, dans le index, je lui dis, comme je vous avais dit initialement, c'est le index qui va représenter
la structure de base des pages et des articles. Donc, en gros, à l'intérieur, il y a toujours en fait ce truc-là qui vient dans presque tous les fichiers de code PHP dans un thème WordPress. C'est la déclaration de ce que fait le fichier, une description, un lien vers la doc. Je déclare que vous faites comment dire, la version, etc. Par contre, il y a plein de trucs dont je n'ai pas besoin ici. Je vais enlever. Je n'ai pas besoin de ça. Ici. Super. Alors, on va prendre le point. Excellent. Je ferme tous ces trucs-là. Je reviens comme vite. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il ne m'affiche pas un truc alors qu'il est censé le faire. Je vais faire un petit test. Ouais, il a bien ce truc-là. Alors, je vais récréer notre fichier pages. Alors, j'ai pas pris et ça. En gros, je lui demande pour chaque page, quand tu me récupères une page, tu me fais une boucle. En fait, il y a la boucle de WordPress qui s'appelle Post, enfin, WP Query, qui permet en fait de, comme son nom l'indique, de faire des requêtes vers les pages et les articles de WordPress. En gros, tu me récupères une page ou un article et je te dis en fait les éléments de cette page ou de cet article-là que tu dois m'afficher. Donc, par exemple, si je te demande de m'afficher le titre et le contenu de la page. Par contre, je pense que j'ai toujours un problème. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il m'ouvre bien mon mail, mais il ne me met rien. D'accord. Alors, c'est ça. OK. Je vais en fait régler WordPress pour utiliser une page particulière pour la page d'accueil du site. Donc, pages, je vais mettre. OK, excellent. J'ai débuté par lui.
Donc là, j'ai juste du test, un petit peu du test. Et ici, j'ai ce que je veux afficher. En gros, la toute petite déclaration que j'ai faite ici, si je lui ai dit, tu me récupères en fait le titre de la page et tu me récupères le contenu de la page. Donc pour le moment, il n'y a vraiment aucun style. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que l'éditeur de test Gutenberg, en fait, il a déjà certains styles qu'il embarque. Donc, par exemple, quand je crée il y a déjà un certain nombre de styles que Gutenberg embarque sur les boutons, mais que moi, je ne veux pas forcément avoir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est retirer tous les styles par défaut de Gutenberg. Ça, je le fais dans mon fichier, dans la fonction de déclaration des scripts et styles. On a une jolie fonction qui s'appelle style, et les styles que j'exécute, c'est editor style. Voilà. Donc, c'est un peu une sorte d'opposé de cette fonction qui est un inclus, donc lui place, mais le disque, il est censé enlever. Alors, je fasse certain que c'est editor style, mais ce n'est pas editor style. Je n'enlevais pas le bon fichier. C'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que quels que soient les styles que Gutenberg aura ici, il ne va pas me les charger dans mon thème parce que je viens de l'enlever. Et ce qu'on va faire, voilà le point auquel je voulais qu'on arrive avant de terminer pour aujourd'hui. C'est une notion importante en fait quand on développe des thèmes avec WordPress. C'est important de faire un guide de style. Le guide de style, c'est une sorte de, comment dire, une sorte de feuille de route en fait qui représente comment est-ce que va se comporter chacun des éléments de notre thème. En gros, juste par j'ai un civil 1. Ce que je vais faire en fait, c'est créer un certain nombre de titres, un certain nombre d'éléments et on va les styliser. Je repasse. Donc en gros, ici, j'ai un titre de niveau 1, j'ai un titre de niveau 2. Je crée un titre de niveau 3, un titre de niveau 4, un titre de niveau 5, et un titre de niveau 6. Ensuite, quoi d'autre? Je pourrais avoir besoin de boutons dans mon thème. Oui, j'aurais besoin de boutons. Donc, je crée un bouton. Je crée quoi d'autre? Je pourrais avoir aussi besoin de boutons des réseaux sociaux. Je pense qu'on a, oui, des icônes de réseaux sociaux. Je pourrais en avoir besoin. Je pourrais avoir besoin de cryptation. Donc, auteur. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est appliquer à chacun de ces éléments-là des styles qu'on va avoir utilisés partout dans le thème. C'est, je pense, l'une des premières étapes qu'on doit faire, en fait, avant même de commencer à, par exemple, créer un header, créer une section hero, etc. C'est de pouvoir dire, en fait, sur tout mon site, je veux que les titres H2 se comportent de telle manière. Je veux que les titres H2 se comportent de telle manière, etc., etc. Donc,
Premier truc que je vais styliser, qui est là déjà tout simple, c'est le bouton de WordPress. Donc, je reviens dans mon SCSS. Ce que je vais faire, c'est créer alors un folder qui va être Commons. Dans le Commons, j'aurai quoi par exemple un global. En fait, le global va contenir des paramètres globaux. Un truc comme ça. Ensuite, un bouton, un fichier pour les boutons, un fichier pour les titres. Je vais plutôt mettre les trucs au singulier. Alors, dans le global, je vais en fait définir les premières couleurs de mon thème. Donc, j'ai un primary color qui va être mon FFD 900. J'ai un secondary color qui va être 0073. Ah, donc c'est le jaune et le bleu qu'on avait déclaré plus tôt là. Et ce que je vais faire en fait, c'est dans mon style.css. Alors, j'aurai une table des matières à quelque part ici. Comme ça. Bah, je laisse. Et j'importe mon global qui est dans le dossier. Commence. Global. Super. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est styliser le bouton. Donc, en gros, je peux faire un truc ici. On va le mettre un display inline. Un margin. Ouais, on va mettre un margin tout autour. Non, plutôt un padding de quoi, je sais pas, un place. On verra bien comment il va se comporter. On va le mettre. Ouais, je pense que c'est bon pour celui-là. Bien qu'on le mette un background. Background. Comme ça. Ouais. Donc, je vais regarder la classe. Donc, je la classe. En fait, l'éditeur en fait, Gutenberg assigne déjà des classes par défaut aux boutons, enfin à tous les éléments, à tous les blocs. Et c'est en fait ces classes-là qui lui permettent d'utiliser ces styles à lui. Mais puisqu'on a en fait annulé tous les styles de l'éditeur par défaut, on va réutiliser ces classes-là. On va réutiliser ces classes afin d'utiliser les éléments nous-mêmes. Comme ça, on n'a pas à redéclarer de cette classe. Non, c'est en double. Et à l'intérieur, j'ai un WP bloc bouton. Et je crois que c'est à lui qu'on applique le truc. Donc, ce que je vais faire dans mon style CSS, c'est importer les boutons. Bouton CSS. Un truc comme ça. Et pour ce souci de modularité, ici, je vais plutôt utiliser les couleurs globales. Donc, global.
Je vais plutôt en fait utiliser les couleurs que j'ai déclarées initialement pour ne pas avoir à changer ça à tous les endroits. Donc en fait, c'est l'un des avantages d'utiliser du SCSS plutôt que du CSS. La possibilité d'utiliser des variables. Donc là, j'ai un. Autre chose que je veux lui appliquer, c'est un curseur, un pointeur. Ouais, c'est bon. Alors, quoi d'autre? Je regarde rapidement dans mon fichier. Alors, il a un box shadow, mais c'est pas tout. Alors, il est genre 300 sur 100. Mais ça, en fait, je veux que ça soit déterminé par le contenu et non de façon fixe. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est augmenter je vais le mettre à 10. Super. Alors, dans mon global, je remarque en fait que le body a une sorte de margin là. Et moi, je ne veux pas avoir ça, donc je le mets à 0. Alors, je veux que tu fasses en bas. Voilà, donc j'enlève le margin qui est en bas. Maintenant, on va en fait coder le hover qui est sur le bouton et tout. Le boss shadow en fait. Alors, ouais, le voilà. En gros, on va lui dire un truc genre, quand un bouton aura un boss shadow, quand un bouton aura une classe boss shadow, alors je vais l'ajouter une classe. Je pense que je vais arrêter après les styles du bouton et continuer. Je vais un petit peu avancer de mon côté avant qu'on ait un prochain live. Ok, super. Donc en fait, c'est un bouton à have box shadow. De m'appliquer tous ces trucs-là. Ici, c'est un noir. C'est bon, j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai mon bloc, mon box shadow. Super. Alors, je ne vais pas trop me gêner avec les titres. Je vais les laisser dans leur taille initiale. Parce qu'il reprend en fait là les tailles des titres des éléments HTML par défaut. Ce que je vais plutôt faire, en fait, c'est faire le style. Donc, c'est bon. OK. Je vérifie un truc rapidement. C'est que quand je sélectionne un bouton, est-ce que j'ai la possibilité de le mettre en italie ou en gras? Apparemment, non. Et ça, c'est une fonctionnalité que moi, je vais bien avoir pour la suite. Voilà. Ah, vous le faites pas? Ah, si, je fais. OK.
Super, super. Alors, ce que je vais faire, c'est toute la taille. Donc ici, je suis à 30 pixels pour la taille du bouton. Je crois que je dois le mettre sur le écran. Voilà. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Dernière chose que je vais faire, en fait, c'est ajouter un Google Fonts. Parce que je veux pas utiliser la police du navigateur. Ça, je pense que c'est un Time News Romance, mais moi, je ne veux pas utiliser le Time News Romance. Je vais utiliser une autre API, enfin, une autre police. J'aime bien le lato de Google Fonts. C'est lui que je vais chercher. Ouais. Ouais, je pense que je vais prendre le lato. Alors, non, je ne veux pas le télécharger. Je veux plutôt. Je pense même que je l'avais déjà ce truc-là. Je pense que j'avais déjà utilisé le lato à quelque part. Je suis même certain. Ah, bah. Donc, je le reprends tranquillement. Je ne me fous pas trop la gueule. Et je le mets ici. Donc, j'ai inclus mon lato. Et ce que je vais faire, en fait, c'est dans mon global, de me dire que family, ça va être le lato. Et au cas où de mettre un fallback sur du sans serif. Excellent. Excellent. Et je vais versionner tout ce code-là. Super. Et je mets une version. Super. Alors, je pense qu'on a une bonne base sur laquelle on peut continuer les prochaines fois. Je vais essayer de pouvoir partager juste l'écran du navigateur. Super. Donc là, en fait, j'ai un début de style guide que je vais réutiliser les prochaines fois. En fait, pourquoi je passe plein de temps à styliser en fait tous les éléments modulaires du thème, c'est éviter par exemple quand je vais me retrouver à ce niveau d'avoir encore à réécrire le CSS d'avoir à réécrire encore le CSS pour ce titre-là. Donc j'aurais pu tout simplement l'écrire en une fois et le réutiliser partout. Donc par exemple, ce que j'aurais fait tout simplement, c'est que dans mon heading, j'aurais déclaré un H1, etc. Voilà. Un truc comme ça, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc 2, 3, 4, 6. Et en fait, je place en fait le style pour tous mes titres H1. Et j'ai dans mon style guide à quoi va ressembler tous les titres H1 du thème. Pareil pour tous les boutons qu'on vient de faire, pareil pour toutes les icônes des réseaux sociaux. Comment est-ce que je veux qu'une image se comporte? Par exemple, cette image-là, elle a un boss shadow. Donc, tous ces trucs-là, c'est des trucs que je vais mettre en fait dans mon style guide pour ne pas avoir plus tard énormément de code CSS. Si j'ai Est-ce que j'ai
Et l'image. Oui. Écoutez, je vais reprendre aussi l'image, pardon. Voilà. Donc, en fait, je vais appliquer des styles à tous ces éléments unitaires-là. En fait, c'est l'un des, comment dire, c'est l'un des principes de base de la méthodologie que j'utilise, le design atomique. En fait, chacun de mes éléments, je le vois comme un atome. Donc, par exemple, je vois cette image-là comme un atome, cet élément de menu comme un atome, et c'est ce menu-là en entier un peu comme une molécule. Du coup, je stylise en fait chacun des éléments et je réutilise en fait ces éléments-là dans dans mon design. Alors, je vous donne un peu un avant-goût de ce à quoi ça va ressembler. Alors, j'ai envie d'effacer tout ce truc-là. En gros, qu'est-ce que je vais faire? Donc, quand je regarde ici, j'ai un truc avec quoi? Deux colonnes et une image dans les dessus. Un truc comme ça. Ouais, un truc avec deux colonnes. Donc, en fait, comme j'ai dit, je ne vais pas trop me gêner à réécrire ce code dans mon PHP ou dans mon HTML, mais l'intérêt, en fait, c'est de profiter de la puissance force pour styliser, créer, en fait, une structure. En gros, ce que je vais tout simplement faire, en fait, c'est créer ces éléments. Donc, je crée un paragraphe. J'ai besoin de questions. J'ai besoin de et puis, je vais pas trop je prends ce texte-là. Je vais peut-être prendre ouais, un truc comme ça, tout simple. Donc, en fait, c'est ce que je vais me permettre de faire. Donc, en fait, j'utilise en fait Gutenberg pour créer les structures et mon thème, en fait, ne va me servir qu'à styliser ces structures-là. Donc, comme ça, à la prochaine fois, en fait, que la personne qui veut utiliser, par exemple, mon thème aura besoin de faire une modification, il ne va pas me demander à moi de venir modifier. Et il pourra le faire directement en utilisant l'éditeur de test. Donc, moi, je pense que c'est une totale révolution avec la façon dont fonctionne le développement de thèmes WordPress et tout. Donc, est-ce que le monsieur en dit toujours? Ok, super. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'ai pu tenir dans 1h30 et j'ai avancé sur les points sur lesquels j'espérais avancer. Donc, mon objectif, en fait, aujourd'hui, c'était de pouvoir atteindre la partie du style guide. Ça, c'est important. Donc, de mon côté, en fait, je vais terminer le style guide et dans la prochaine session, on va commencer directement en construisant et en fait en construisant. Je pense que dans la prochaine session, on termine déjà en tête et commencer l'intégration des autres pièces. Et comme j'ai dit, on va toujours se focaliser en fait sur la puissance de Gutenberg plutôt que de réécrire tout de façon je vais dire. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des trucs à demander avant que j'arrête. Non. OK. Bah, de toute façon, la session est enregistrée et dès que je pourrai, en fait, je vais la mettre sur YouTube. Comme ça, s'il y a des trucs à demander, vous pourrez les mettre dans le chat là-bas. Donc, ouais. Ernest, un truc à demander, Harry, peut-être? Non, particulièrement, non. Bah, je vais aussi peut-être mettre, de toute façon, c'est prévu de mettre le code sur GitHub. Et OK. ça, peut-être, vous pourrez le revoir. Ok, super. Donc, on se dit à la prochaine.
Ok, bye.